Yo Alter, bonjour. Bonjour Étienne. Alors, tu es journaliste politique à Marianne et je te reçois aujourd'hui pour discuter de ton livre écrit avec Agathe Lambray, L'étrange victoire, Macron 2, l'histoire secrète aux éditions de l'Observatoire. Alors, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Merci. C'est un livre que tu as publié donc début juin, juste avant le contexte évidemment nouveau des élections législatives. On en parlera, on essaiera de voir ce qui a changé depuis. Mais avant, eh bien, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet de tes 35 chapitres, c'est ça, 35 chapitres? Oui, je vais pas recompter, mais alors c'est Je des crois qu'on courts a chapitres, je ne veux pas Ouais. décourager le téléspectateur. C'est pas des trop vite. chapitres effectivement de 20 pages C'est très court, ciselé, c'est des courts chapitres, mais oui, qui font la taille d'un article en fait, d'un article de presse, quoi. Un gros article. Ouais. Et parfois Voilà. plus court. Et parfois plus court, effectivement. Et donc tu décris minutieusement, je trouve, les clans, c'est-à-dire des réseaux autour d'Emmanuel Macron, on rentrera dans le vif du sujet, qui permettent d'accéder, je dirais, à un écosystème méconnu du grand public, qui pourtant est décisif dans la prise de décision politique. Voilà, donc il y a des conflits de génération, il y a différents clans, il y a les technos, il y a les jeunes loups, il y a les scénaristes. Et ma première question, d'abord, avant de parler de ces clans, justement, va consister à te demander à quoi ça ressemble finalement d'écrire un livre d'enquête sur les coulisses du pouvoir, sur les coulisses d'une présidentielle, sur justement un président. Comment est-ce qu'on fait? Combien, je vais te poser des questions très prosaïques, mais c'est pour le spectateur. Combien est-ce que tu as eu de sources, par exemple? Comment est-ce que tu as pu recouper tout ça? Comment tu t'es organisé aussi avec ta co-auteure, Agathe Lambray? Voilà. Alors, Question making of, on va dire. ouais, c'est important de le savoir. De toute façon, on est très transparent là-dessus. C'est un livre qui s'écrit assez rapidement parce que c'est le temps d'une campagne présidentielle, mais qui se prépare longuement. Ouais. Parce que, comme tu dis, il faut que les sources soient là. Et nous, on a mis 1 an et demi au moins à travailler sur ce livre, avec des contacts préparatoires. Donc ça consiste à cultiver des sources à l'Élysée, dans la Macronie, ailleurs. Puisque tu es journaliste politique, évidemment, toi, c'est Voilà. une pratique à laquelle tu es habitué. Moi, je travaille au service politique de Marianne. Agathe Lambray, ma co-auteure. Service politique de BFM. Tout à fait, où elle s'occupe de l'Élysée en particulier. Donc voilà. Petite précision, tu couvres à Marianne la droite et l'extrême droite, mais aussi parfois la Macronie. La Macronie, oui, en gros, le oui, gouvernement. Oui, bien sûr. Oui, et puis des sujets transversaux liés à l'appareil d'État et toutes sortes de choses. Donc c'est un gros travail préparatoire parce qu'il faut faire un travail de source qui est très important, qui est important dans le journalisme en général. Et puis ensuite, ça c'est l'amont. Et puis après, il y a le temps réel, c'est-à-dire pendant la campagne, il faut aller presser un peu ces sources comme des pamplemousses pour qu'elles nous racontent de l'intérieur ce qui se passe, tout en sachant, et ça aussi c'est toujours une règle du jeu en journalisme, que les sources servent leur propre intérêt. Bien sûr. Qu'il faut donc... Elles ont un narratif. Elles ont un narratif à elles, et on parlera des différents clans. Évidemment que chaque clan veut vendre sa sauce et expliquer qu'il a été indispensable et meilleur que les autres. Et ça, c'est le jeu de l'entourage présidentiel, c'est que tout le monde se pousse un peu du col. Donc nous, on a aussi joué quelque part de ces divisions entre des gens qui veulent avoir un rôle prépondérant dans la campagne et qui veulent pousser l'autre du coude pour avoir une place plus importante. C'est ça. Donc on a accouché quelque part ces gens-là sur longue période, c'est-à-dire avant la campagne, pendant la campagne, un petit peu après la campagne, mais il a fallu boucler le livre assez rapidement, une semaine... fin d'écriture une semaine après la victoire d'Emmanuel Macron et puis rendu du livre 2-3 semaines plus tard pour la version complètement définitive. Donc disons que c'est un marathon, mais ça finit par un sprint, quoi. Au début, on cultive les sources, on fait des travaux préparatoires, on se documente beaucoup, on regarde qui va être important, qui va l'être moins. Et puis dans le feu de l'action, c'est à la fois un travail de recueil, de vérification d'informations et d'écriture, puis de finalisation. Donc on bâtit un plan aussi. Qui est très important. Tu bâtis ton plan, tu t'accordes avec ta co-auteure. On s'adapte, en plus on écrit à deux, donc ça a été assez fluide parce que
elle commence un chapitre, je le termine, ou inversement. Voilà, ça c'est... Et l'un relie l'autre systématiquement. Tout à fait, on se relie, et même on se réécrit systématiquement, en fait. Donc, et le but étant aussi d'éviter les ruptures de style. Je pense qu'on y a pas trop mal réussi dans ce livre-là. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître plus ton écriture que ton écriture. À des moments, peut-être, mais c'était assez rare. Voilà. L'objectif est atteint, alors dans ce cas. C'est l'écriture à deux, et ça permet d'avoir 2 fois plus d'informations et 2 fois plus de regard et de regard critique sur ce qu'on écrit, ce qu'on valide et ce qu'on ne garde pas. Tout en sachant qu'elle vient du milieu du journalisme télévisuel, donc avec une autre approche peut-être. Tout à fait, une autre écriture aussi. Une autre écriture, voilà. Tout ça a été très complémentaire. Tout ça a été très complémentaire. Et puis, ça permet aussi, quelque part, d'expliquer de manière plus profonde qu'un article de presse ou un duplex à la télévision, comme tu as dit, un écosystème, un fonctionnement, un personnage aussi, et une cour, parce que c'est l'histoire de la cour du roi, quelque part. Une cour. Alors justement, rentrons dans le détail de ces clans. Tu en identifies 4, donc les scénaristes, les technos, les grognards et les jeunes loups. Tout à fait. Alors, on va commencer par le premier clan que tu décris, qui sont les scénaristes, qui sont les 2 hommes qui fonctionnent en binôme, si j'ai bien compris, autour du président, qui sont Jonathan Guémas et Clément Léonard Doudzi. Tout à fait. Moi, ce sont 2 personnes dont le récit que tu en fais m'a vraiment intrigué, puisque, en fait, Jonathan Guémas, qui est la plume, écrit tous les grands discours. Il écrit celui de Samuel Paty, celui pour le Covid, pour le confinement, celui pour la guerre en Ukraine. Et donc, il se fait la voix du président. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage, Jonathan Guémas? Et on viendra ensuite à l'autre personnage du binôme, qui est Clément Léonard Doudzi, qui lui est son conseiller com. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut parler au passé, parce que ce sont 2 hommes qui ont quitté l'Élysée au lendemain de la campagne présidentielle, à laquelle ils ont participé de manière très active. Jonathan Guémas, c'est un trentenaire, c'est un normalien qui a travaillé avec Gérard Collomb avant, et puis qui depuis 2018 est devenu la plume d'Emmanuel Macron. Donc c'est un rôle très important à l'Élysée, c'est lui qui en fait écrit les discours, en tout cas les premières moutures de ce que va dire le président. Qui est revu ensuite par Macron. Qui passe souvent par Alexis Collère, le secrétaire général, de quelqu'un dont on reparlera sûrement. Bien sûr. Donc lui, c'est la plume, et puis il a aussi travaillé sur la campagne. Ces 2 hommes, Jonathan Guémas et Clément Léonard Doudzi, qui sont très amis dans la vie, ils ont quitté l'Élysée au début de la campagne présidentielle pour rejoindre le QG, pour qu'il y ait une délimitation très claire entre les équipes au service du président payées par l'État et l'équipe de campagne qui doit être séparée. D'ailleurs, c'est Alexis Collère qui a insisté là-dessus. On y viendra, on expliquera bien qui est Alexis Collère, mais pour défricher un peu le sujet, il était en conflit, tu racontes, interne avec ces 2 personnages. Bien sûr, mais de toute façon, tout ce qu'on raconte et tout le fil rouge de ce livre, ce sont des conflits d'entourage d'Emmanuel Macron, dont à la fois il est victime et à la fois il en joue, parce que en fait, c'est divisé pour mieux régner. La formule est classique, c'est pas du tout le premier président à le faire. Mais effectivement, la grande rivalité de cette campagne présidentielle en interne, c'est d'abord celle-là, c'est ces scénaristes, donc la paire Clément Léonard Doudzi, Jonathan Guémas, contre Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui n'a pas le même parcours, qui lui est un énarque, qui a des réflexes plus vieux. Très techno. Je sais pas, un peu plus vieux. Un peu plus âgé, c'est vrai. C'est pas, mais il n'y a pas 3 générations de différence. Alors, le conflit générationnel. Mais surtout, c'est 2 mondes culturels. Enfin, c'est culturellement très différent entre ces scénaristes qui voulaient qu'Emmanuel Macron prenne des risques, qu'il y ait une forme de disruption dans la communication, dans les mouvements de campagne, et un Alexis Collère qui avait une approche beaucoup plus classique, très axée sur le programme. Avec pas trop de prise de risque, sachant qu'Emmanuel Macron était le grand favori. Ça, ce sont 2 lignes stratégiques qui se sont opposées pendant la campagne. Donc, on était sur Jonathan Guémas, la plume, donc normalien, et Clément Léonard Doudzi. Alors, moi, j'ai découvert quelqu'un, je t'avoue, je n'avais que très peu vu son nom dans la presse, si ce n'est quasiment pas. Alors que, on a souvent l'habitude de voir des noms cités ici et là. Ouais. Et pourtant, lui, c'est le conseiller com principal d'Emmanuel Macron, c'est ça? Ouais. Et c'est lui qui, si je te suis bien, a mis en place cette stratégie de communication un petit peu marketing qui conçoit la société en segments. C'est-à-dire, on va parler, je sais pas, je prends des exemples, mais on va parler à Brut, aux jeunes, on va parler à un média de droite, à la France plutôt réac,
on va parler aux Républicains, etc. Et c'est une politique à laquelle on a assisté en gros depuis 2-3 ans, hein, d'Emmanuel Macron. Mais tout ça est en fait théorisé par cette personne-là, Clément Leonarduzzi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce profil? Alors c'est un communicant professionnel, il venait de chez Publicis Consultant, donc voilà, il a travaillé pour des agences de communication connues sur la place de Paris. Et il est arrivé à l'Élysée en 2020, juste après la première vague de Covid. Il connaissait Emmanuel Macron depuis un certain temps, il se connaissait personnellement. Et en fait, c'est quelqu'un qui a plutôt apporté, oui, ce genre de méthode à la communication présidentielle. Il lui fait faire par exemple la vidéo YouTube avec McFly et Carlito, C'est lui. qui a cartonné chez les jeunes en fait. On ne se rend pas compte de l'audience qu'a eu cette vidéo où les journalistes se gossaient un peu en disant mais qu'est-ce qu'il fait avec ses guignols. Et en fait, ça te permet de toucher un public qui jamais ne sera touché par un autre canal plus classique de communication politique. Parce que c'est lui qui a fait aussi la série Netflix. Il a aussi fait la série Le Candidat, qui a eu moins de succès pour le coup. C'était plutôt décevant comme réception, à la fois en réception critique et en audience. Il a apporté un peu cette modalité multicanal où le président, certes, il y a des grandes allocutions télévisées regardées par beaucoup de monde. Il y a l'interview classique au journal de 20h de temps en temps, mais il y a aussi ces canaux qui vont chercher d'autres publics parce qu'on n'est plus à l'époque de RTF et il faut multiplier les canaux pour multiplier les messages et toucher le maximum de public. C'est comme ça que ça marche. Alors lui, il a une petite phrase qu'il répète à chaque fois, tu le racontes. C'est aussi ça, l'avantage de travailler avec des sources et d'avoir des phrases précises. On s'imagine concrètement dans ces réunions avec Emmanuel Macron, il dit « Si j'étais cynique, je dirais que… » Oui, qui commence pas mal de phrases comme ça, effectivement. Donc, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va droit au but. Ouais. Alors, tu as raison de souligner que c'est pas de... Là, on parle pas de personnages connus du grand public. Et je trouve que c'est ça qui a été intéressant dans notre exercice. C'est que souvent, quand tu lis des articles, tu vois un proche du président dit que... Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que le président, il a plein de proches qui sont assez différents, qui lui présentent des options différentes, qui sont en conflit entre eux. Et nous, dans notre livre, on cite vraiment les gens, on dit qui a apporté quoi à Macron à tel moment, qui a été en conflit avec qui, et puis on dit qui c'était. Ce n'est pas des phrases anonymes. C'est vraiment du récit qu'on essaie de faire. Il faut dire aux spectateurs que dans votre livre, on trouve assez peu ce genre de formule. Un proche, un poids lourd. Non, ça on tu fait connais pas. Ces phrases par cœur, un intéressé, un habitué du palais, etc. Qui est, je trouve, un réflexe assez fréquent dans le journalisme politique, malheureusement, qui peut être utilisé de façon un peu excessive. Ça, c'est l'abus de off, c'est ça. L'abus de off, parfois, on lit un article de presse, il n'y a que du off, donc on ne sait même pas qui parle. Oui, alors ça, c'est un peu facile. Il y a une utilisation un peu abusive de ça. Alors, c'est plus facile dans un livre, parce que c'est à long terme et sur longue période, d'identifier vraiment les personnages et tout. Mais ça, je pense que oui, c'est un vrai apport pour le lecteur, c'est que on sait qui a fait quoi, on sait d'où viennent les coups, entre guillemets, on sait qui est en rivalité avec qui, on sait qui a proposé telle chose à Macron à tel moment, si ça a été retenu, si ça a frité. Ça, je pense que c'est l'avantage de ce récit, c'est que on trace vraiment les personnages, y compris les personnages pas connus du grand public. Et en plus, la Macronie a cette particularité, c'est qu'Emmanuel Macron en fait, a fait émerger assez peu de gens connus, de poids lourds politiques, et il fonctionne beaucoup en fait, avec des collaborateurs, des conseillers, des gens qui n'ont pas vocation à être sur le devant de la scène et qui d'ailleurs souvent n'en ont pas envie. Et nous, on raconte comment se comportent ces gens-là, quelles ont été leurs idées, comment ils sont entrés en confrontation en coulisses. C'est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses du système de décision effectivement mis en place par Emmanuel Macron. Alors justement, le système de décision, on parlait d'Alexis Kohler, venons-en au deuxième clan. On parlait là des scénaristes, ces deux personnages. Maintenant, venons-en aux technos. Donc les technos, toi tu identifies 2 ou 3 personnes, si je ne m'abuse. Donc Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, qui était assez méconnu avant 2022-2021. Je me souviens que nous avons fait une une à son sujet, Marianne, cette année. Jusqu'ici, était peu connu. Alors, on n'est pas les premiers à en avoir parlé, évidemment, mais c'est quelqu'un qui a tenu à rester dans l'ombre pendant des années. Il était déjà conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy. Aujourd'hui, il a pris un poids démesuré comparé aux autres conseillers. Tu racontes bien comment il met des bâtons dans les roues aux autres, comment il a verrouillé la campagne. Alors,
toi, tu l'as approché, c'est ça? On l'a vu pour ce livre, tout à fait. Donc raconte-nous un peu. Alors Alexis Colère, on l'appelle le grand méchant loup, c'est le nom du chapitre qu'on lui consacre, parce qu'il y a deux éléments. Il y a à la fois, c'est vrai que c'est quelqu'un de très puissant. Si tu veux, quand tu rentres à l'Élysée, tu montes au premier étage, l'escalier d'honneur et tout, et le bureau d'Emmanuel Macron, qui en fait a deux bureaux, il s'est installé, il s'étale beaucoup, donc il s'est installé sur deux pièces. Et ben, tu sors du premier de ces bureaux, tu as juste un salon qui fait tampon, et puis le bureau d'angle qui est juste à côté, c'est celui d'Alexis Kohler. Donc il y a une Et c'est proximité le seul, physique déjà. il y a une proximité géographique très importante, c'est le seul avec la secrétaire particulière d'Emmanuel Macron à être aussi proche géographiquement de lui à l'Élysée. Donc ça c'est important quand même, ça montre la proximité dans le travail. Comme tu l'as dit, proche d'Emmanuel Macron depuis longtemps, il travaille avec lui depuis l'époque Bercy. Et puis alors le grand méchant loup, parce que dans l'écosystème macroniste, beaucoup de gens en disent du mal en expliquant que tout est de sa faute presque, c'est-à-dire qu'il est trop techno, il verrouille tout, il enferme Emmanuel Macron, il y a beaucoup, il a le dos large en fait, il y a beaucoup de choses qui lui sont prêtées. Alors on ne prête que riche évidemment, donc nous on a essayé de développer un point de vue un petit peu plus nuancé, et puis surtout on lui a donné la parole parce qu'on l'a rencontré longuement dans ce fameux bureau. Mais c'est quelqu'un, c'est vraiment un personnage clé dans l'écosystème de l'ombre de la Macronie, au point de susciter des fantasmes, des craintes de tous les instants. Et nous, on a essayé de démêler le vrai du faux de ça, et notamment sa façon dont il concevait la campagne. C'est lui qui s'est occupé du programme, qui a centralisé les idées. Et quand des politiques, je pense à François Bayrou qui découvre dans une fuite des Échos que la retraite, qu'Emmanuel Macron allait proposer la retraite à 65 ans. Charles Ferrand aussi qui découvre ça. Autre réaction, le programme sur l'école, où pareil, il découvre ça un peu à la dernière minute. Alors ce programme, et soupçonne Alexis Kohler. Tu racontes, c'est assez effarant, que les technos, si j'ai bien compris, les technos avaient une mesure qui aurait été de payer les profs, c'est ça, en fonction au mérite, au mérite en gros, quoi. Même à la performance en fait. Et ça, c'est Bayrou n'en voulait surtout pas. Pas du tout. Et puis même, il y a une grande partie des proches de Macron qui ont été braqués par cette mesure, parce qu'ils se sont dit, mais alors les profs, là c'est terminé, quoi. On lâche totalement les profs. Voilà, c'est ça. On lâche totalement tout le milieu, toute la communauté éducative se transformera. Ce sera une rébellion générale. Donc il y a certaines mesures qu'ils ont éliminées un peu à la dernière minute, mais globalement, le programme, c'est quand même une œuvre centralisée par Alexis Kohler, toutes les notes qui suggéraient telle idée, telle mesure atterrissaient sur son bureau. Il a un peu bricolé ça. Emmanuel Macron s'en est mêlé, mais assez tard finalement, parce qu'il avait un agenda très pris, notamment à cause de l'international. Et ça, je pense que c'est l'élément qui a suscité le plus de tensions internes dans la campagne Emmanuel Macron. C'est le programme. Cette fameuse réunion où tous les clans sont autour de la table, et en fait ils se rendent compte que Kohler a tout verrouillé, qu'il y aura peut-être quelques ajustements, alors que pourtant il y avait eu ces fameuses consultations macroniennes par la part des jeunes macronistes du parti, qui n'ont servi en fait pas à grand chose. C'est toujours les mêmes consultations, un peu, on pense au grand débat et compagnie, cahier de doléances qui avait fini dans les archives départementales. Et là, en fait, tout ce travail, on va dire, intellectuel, programmatique, etc., on se rend compte que ils ont fait Kohler a tout verrouillé. Plein de groupes de travail à La République En Marche. Il y avait plein de gens qui étaient censés faire remonter des mesures, phosphorer sur des idées depuis des mois. Ça a été mis en place des mois avant le début de la campagne. Et en fait, et ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas dupes qui nous l'ont dit en Macronie, c'était surtout pour occuper les gens, leur faire croire qu'ils seraient impliqués. Mais ça, c'est très frappant aussi dans le fonctionnement de Macron. C'est-à-dire que là, la campagne, pour te donner un autre exemple, les ministres étaient interdits de déplacement avec le candidat Macron. C'est-à-dire que dès le début de la campagne, ils ont acté au QG de Macron le fait qu'il n'y aurait aucun ministre avec le président candidat dans les déplacements. Les députés, pareil, complètement tenus à l'écart de la campagne, donc priés d'aller faire de la retape dans leur circonscription, et puis au passage d'assurer leur élection, ce qui n'a pas tellement réussi, mais complètement tenus à l'écart du cœur de la campagne, qui a vraiment été une campagne de collaborateurs, de conseillers de l'ombre, et pilotée quand même par un noyau assez restreint, même si, et c'est ce qu'on raconte dans les clans, tu vois des gens qui essaient de s'inviter un peu au cœur du réacteur pour participer. Donc finissons sur les technos. Ouais, il y a d'autres personnages. Julien de Normandie.
méconnu du grand public également. Alors, il était ministre de l'Agriculture. Quand même. Voilà, mais bon, c'est pas non plus un poids lourd François visible. Patria qui l'appelle Saint-Jean. C'est Saint-Jean, ouais. Alors, parce que c'est le bon fidèle de Macron. C'est le disciple aimé, quoi. Donc, oui, il a aussi beaucoup de la confiance d'Emmanuel Macron et celle d'Alexis Collère, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous les deux au cabinet de Macron à Bercy. Et en fait, c'est une caractéristique d'Emmanuel Macron, ça aussi, c'est que comme il accorde très très chichement sa confiance, et il garde beaucoup des collaborateurs qu'il a eu de longue date, qu'il a eu avant d'avoir été élu président, parce qu'il sait que c'est pas des gens qui sont là uniquement par opportunisme, que ce sont des fidèles, et donc il déteste aussi que les gens le quittent, quoi. C'est un catho de gauche un peu taiseux. Ouais, tout à fait, de Normandie, catho de gauche, mais avec des réflexes assez technocratiques. Là encore. Il a un côté aussi start-upper, Julien de Normandie. D'ailleurs, il avait pour projet, avant que Emmanuel Macron soit nommé ministre de l'économie, de lancer une start-up sur l'éducation avec Emmanuel Macron. Puis finalement, donc, ça a tourné autrement, parce que Hollande a appelé Emmanuel Macron à entrer au gouvernement. Mais donc ça dit quelque chose de leur proximité, et ça dit quelque chose de leur réflexe aussi, et de leur proximité. Et puis il y a un autre personnage qui est encore plus dans l'ombre, lui pour le coup, il n'a pas été ministre ni rien, c'est Ismaël Emelien. Qui était censé avoir quitté l'Élysée en 2019. Après l'affaire Benalla. Qui avait quitté l'Élysée en faisant un livre avec David Amiel. Tout à fait. Sur le progressisme, dont tout le monde s'était bien moqué. Qui théorisait le progressisme sauce Macron, etc. Ouais. Je me souviens, moi j'avais interviewé. Intéressant. Il sort de l'Élysée, il dit moi je vais. D'ailleurs, il avait aidé, je crois, pour les européennes. Il fait ce livre et tu racontes en fait qu'il est toujours plus ou moins présent à l'Élysée. Oui, il vient voir Alexis Collère et puis il correspond beaucoup avec lui. Mais lui, il est vraiment dans l'équipe des technos, l'équipe Alexis Collère. Et comme en fait, il a des relations très tendues avec Brigitte Macron, ça tient quand même à. Enfin voilà, il y a des gens que la première dame n'apprécie pas et qui du coup s'éloigne de l'Élysée. Il voulait la mettre à l'écart, en gros. Voilà, lui, ce qu'il avait théorisé en 2017, c'est qu'il fallait pas trop montrer Brigitte, quoi, en gros. Grave erreur. Et en fait... ça lui a coûté cher, en fait. Ça lui a coûté son départ. Ouais, alors c'est plus compliqué que ça, parce que Emmanuel Macron, il aime pas trop séparer les gens, donc il va jamais voir quelqu'un en lui disant t'es viré, c'est fini, de manière brutale. C'est à la fois plus tortueux et du coup plus délicat pour les gens, parce que son système de fonctionnement humain et il y a à la fois de l'attachement et en même temps du coup il dit pas forcément les choses en face. Donc bref, Ismaël Emelien du coup a travaillé sur les idées de la campagne et sur la stratégie de la campagne. C'est lui par exemple qui a le slogan avec vous par exemple, c'est plutôt lui. C'est lui qui incarnait les idées un peu disruptives en gros quoi. Oui, en tout cas c'est son fond de commerce. Son fond de commerce, c'est de faire. Son fond de commerce, c'est vrai, c'est de véhiculer une image de petit génie, des concepts, de la com, etc. Tout en restant très discret, il se méfie beaucoup des journalistes. Et puis il a eu des ennuis après l'affaire Benalla, parce qu'il avait tenté de diffuser il avait diffusé une vidéo qui en fait venait d'images de vidéosurveillance sur laquelle, enfin pour donner soi-disant une autre version de l'affaire Benalla. Et lui, en fait, il est complètement dans l'ombre, mais il a quand même beaucoup participé à la campagne, y compris en participant à des réunions pour, par exemple, trouver des formules en amont du débat d'entre-deux tours, par exemple. Ça donne une idée de son rôle. Donc, rôle important quand même. Ok, alors, troisième groupe, on a fait les technos et les scénaristes. Venons-en aux grognards. Donc là, il y a par contre un aspect générationnel, ce sont des gens plus âgés. Ouais. Ce sont des premiers compagnons de route de Macron, citons-les tout de suite. François Bayrou, Christophe Castaner, Richard Ferrand et François Patria. Donc là, un aspect plus générationnel, ce sont des gens plus âgés. Quel est leur point commun ? Ce sont des élus. En fait, ce sont des politiques. Ceux qui font toucher terre à Macron, voilà, qui viennent des élus de province. Alors un exemple, c'est quand Emmanuel Macron présente son programme, qu'ensuite ils essayent de voir à l'Élysée quels sont un peu les premiers retours au bout de quelques jours. Richard Ferrand, qui revient de sa Bretagne, retourne tous les week-ends, explique que la retraite à 65 ans, ça passe pas du tout, que la réforme de l'éducation avec plus d'autonomie pour les établissements, ça passe pas tellement, c'est pas tellement compris sur le terrain non plus. Donc lui, il joue un peu le rôle de lanceur d'alerte en disant ça sur le terrain, c'est quelque chose de complètement hors sol qui va pas toucher les vrais gens entre guillemets. Donc il avait ce rôle-là et puis c'est le Cassandre qui a eu raison, puisqu'il a perdu aux élections législatives, Christophe Castaner aussi. Et ça, c'est quand même un gros coup dur pour Macron, parce que c'était deux proches quand même, qui correspondaient assez souvent avec lui, surtout Richard Ferrand, et qui n'ont plus de mandat électoral aujourd'hui. Victime, en fait, quelque part,
du rejet que suscite le macronisme, notamment dans des terres de gauche, parce que ce sont deux anciens du Parti socialiste. Et puis après, il y a François Bayrou, l'allié du MoDem, qui reste fidèle politiquement à Emmanuel Macron, mais qui a beaucoup à redire sur à la fois les idées, donc lui aussi la retraite à 65 ans, faite comme ça, il n'était pas franchement pour, mais aussi sur la méthode. Lui, il préconise toujours le fait qu'il y ait plus de politique, plus de proximité, plus de compréhension des gens. Et François Bayrou, c'est pareil, il déteste les technos type Alexis Kohler, c'est vraiment son cheval de bataille, c'est qu'Emmanuel Macron ne s'enferme pas dans des réflexes techno. On va voir si le deuxième quinquennat lui donne raison ou pas. Dernier clan, les jeunes loups. Ouais. Donc Lecornu, Attal. Sébastien Lecornu, je me demande, est-ce qu'on peut mettre Darmanin avec ou pas? Oui, on peut. Alors, surtout pendant la campagne, il a quand même un peu toqué à la porte. Enfin, il voulait avoir un rôle assez actif. Il n'a pas été de toutes les réunions, mais quand même, il a participé, par exemple, lui aussi, à trouver des formules pour le débat. Et puis, il a quand même fait l'histoire électorale des législatives, notamment. Alors ça se passe après le déroulement du bouquin, mais ces soirées électorales des législatives, il était à l'Élysée aux côtés d'Emmanuel Macron. Et là, on voit le poids qu'il prend en fait dans le dispositif à l'aube du deuxième quinquennat, parce que Emmanuel Macron, contraint par la situation, a besoin de politique, de gens de terrain, et Darmanin, c'est quelqu'un, on en pense qu'on veut, mais à chaque fois qu'il y a une élection, il va à Tourcoing, dans sa ville d'origine, et il va gagner l'élection sur son nom, là où des ministres ou des proches d'Emmanuel Macron ne prennent pas ce risque-là. Donc il s'est rendu indispensable à Macron, alors qu'il y avait quand même, et on raconte dans le livre, il y a quand même une défiance, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, qui ne fait totalement confiance à pas grand monde, ne lui fait pas totalement confiance. Et chez ceux-là, reprends-moi si je me trompe, mais tu décris une forme de, comment dire, de séduction, un peu façon faillotage. Oui, c'est-à-dire que Lecornu, c'est la cour du roi. C'est les plus courtisans. C'est la cour du roi. Lecornu et Darmanin, oui, ceux qui les aiment pas dans l'écosystème expliquent que c'est vraiment des faillots. Ils ont un humour un peu Louis de Funès, ou Tonton Flingueur. Des bonnes blagues d'Audiard voilà, pour faire rire Macron. ils partagent ça avec Emmanuel Macron, donc forcément ça marche bien quand tu veux détendre un peu l'atmosphère. Et puis c'est des vrais politiques, quoi. C'est vrai que quelque part ils peuvent lui apporter des idées qui sortiront jamais de la bouche des technos ou de l'écosystème plus proche géographiquement d'Emmanuel Macron. Donc ils se sont rendus indispensables comme ça, en fait. C'est des gens venus de la droite, roués au terrain, élus et réélus, qui avaient cette légitimité-là. Mais là, ce qui va se compliquer, c'est que la succession étant ouverte, et Gérald Darmanin se préparant à l'une des échéances au moins, et pas que lui d'ailleurs, on pense aussi à Bruno Le Maire et à d'autres gens sur l'aile gauche. Bon, là, on va voir comment se transforme cette relation, quoi, qui est une relation d'utilité en fait. C'est pas de l'amitié, c'est de l'utilité réciproque. Bien sûr. Et alors, il n'y a pas de femmes dans ces conseillers. Très peu. Comment tu l'expliques? Je crois que tu racontes On en fait tout un chapitre. Brigitte, justement, avait bloqué dans ce chapitre-là. Tu racontes que Brigitte a bloqué le recrutement d'une conseillère. Tout à fait. Il y a au moins eu un veto de Brigitte Macron sur un recrutement de conseillère. Alors, on n'a pas eu tous les détails de l'affaire, hein, c'est assez nébuleux. Mais c'est vrai, de manière générale, Emmanuel Macron travaille très peu avec des femmes. Alors, on y a consacré un chapitre, pas pour faire Je te coupe 2 secondes, ce qui est paradoxal par rapport à la tendance actuelle au gouvernement, c'est-à-dire la parité, Elisabeth Borne femme, l'Assemblée, Yaël Brun-Pivet femme, présidente de l'Assemblée, les secrétaires aussi. Donc, oui, et puis, on a l'impression de l'extérieur, hein, quand on lit ça, qu'il y a vraiment la petite cour d'hommes qui ont vraiment l'influence et les représentants autour dans le second cercle, qui certes ont des postes, mais ne mènent pas la... Nous, on raconte des réunions à l'Élysée où il n'y a que des hommes, tout simplement. Alors qu'il y a pas mal de monde, hein, mais il n'y a que des hommes. Et donc, si on s'est penché dessus, c'était pas pour faire un procès en antiféminisme ou je ne sais quoi, c'est pas idéologique, c'est juste pour souligner la contradiction. C'est-à-dire Emmanuel Macron se pose en président progressiste, il a fait des grandes déclarations sur la nécessité de la parité, il a fait de l'égalité homme-femme une grande cause nationale. Donc il y a le discours, et puis en fait il y a les actes. On voit bien qu'à l'Élysée, dans les réunions les plus décisives, il n'y a quasiment que des hommes. Alors pourquoi? Ça c'est la question qu'on a essayé de poser. Donc non, il n'est pas homosexuel, ça c'est une question qu'on me pose parfois dans... Je te reprends simplement, c'est un moment qui est intéressant je trouve dans ton livre, c'est pas quelque chose de, on va dire, extrêmement politique ni décisif historique, mais tu racontes quand même, quelqu'un te dit que Macron n'est pas vraiment attiré
physiquement par les hommes ni En par les fait, le femmes, sexe ne l'intéresserait pas. qu'il est quasiment asexué en fait. Il y a quelqu'un, alors ça c'est quelqu'un qu'on cite dans le livre, donc pour le coup de manière anonyme, parce que là on était Là, c'est difficile sur des à- sujets plus délicats, même si on abordait le Mais sujet, ça parce que fait c'est le partie aussi président. C'est le d'un président, profil. donc Voilà, il faut savoir tous les ressorts de raconter des choses comme personnels ça sur du Louis président. XIV, sur Louis XV, on peut aussi en Ouais, faire tout à fait. sur Non, Macron, mais hein, c'est ça, sur les monarques, et puis même, on doit décortiquer la personne Ouais, c'est ça, pour la comprendre. qui occupe la fonction Ça la fait plus partie du boulot. importante en France. Et ça, c'est un de ses proches qui n'est pas politique d'ailleurs, mais qui le connaît très bien, qui pense que Emmanuel Macron en fait est asexuel, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'hommes politiques, le sexe ne l'intéresse pas. Mhm. Sa séduction, ses capacités de séduction qui sont immenses, sont tournées indifféremment vers les hommes et les femmes d'ailleurs, pour la conquête et la conservation du pouvoir. Et ça, c'est quand même une différence avec certains présidents que je citerai pas, mais qu'on a connus. Ouais, on les voit, c'est bien. Voilà. Juste Donc ça, c'est un aspect intéressant. Il y a ce côté-là. Mais donc non, ce projet nous explique que la rumeur selon laquelle Macron est homosexuel, qui a été propagée par des gens qui ne lui voulaient pas du bien, n'est fondée sur rien du tout, qu'il aime vraiment Brigitte, enfin que c'est un vrai couple. Mais que oui, peut-être que Brigitte joue un rôle dans cette, disons, ce cantonnement très masculin des réunions à l'Élysée. Mais il y a aussi il y a d'autres conseillers qui nous ont mis sur une autre piste, c'est le fait qu'Emmanuel Macron, en fait, il est un peu anachronique dans son imaginaire et dans sa culture. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il connaît par cœur les phrases des films d'Audiard, il a une culture très années 60. Donc, un peu old school quand même. Ouais, l'époque des années 60 aux années 70-80. Donc lui, c'est plutôt Audiard, Belmondo, Louis de Funès. Musicalement, c'est très Sardou, Johnny. Donc c'est des choses à la fois ouais, très culture populaire, mais culture populaire à l'ancienne. Il y a des références un peu datées, tu vois. Et ça peut expliquer le côté assez mec, tu vois, où il trouve que finalement, c'est un univers qu'on est entre hommes, on peut faire un peu plus ce genre de blague. Pourquoi pas après tout, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est très pré-MeToo comme attitude, mais il baigne vraiment dans un univers culturel qui est un peu décalé pour quelqu'un de son âge. Il a plutôt l'univers culturel de, j'allais dire son électorat, tu vois, si je simplifie la France des retraités, même si c'est pas que ça, c'est important de le dire. Mais il y a cette connexion-là, en fait, qui est intéressante. C'est quand même quelqu'un dont les références sont un peu anachroniques pour quelqu'un de son âge, mais où il assume. Hein, c'est quelque chose qui, dans les réunions, il lance ce genre de... Ses références sont plutôt axées là-dessus. Hein. Alors justement, la séduction aussi, sous un autre angle, vous l'analysez très bien, dans cette technique qui consiste à séduire des politiques, séduire pour ensuite en faire des alliés. Ce qui montre que la Macronie a beaucoup plus à voir dans cette technique d'accaparement, voire de débauchage, que du compromis, ce qui pour moi sera un problème dans le quinquennat à venir. Mais tu racontes précisément la façon dont il a séduit Éric Woerth et Jean-Pierre Chevènement. Oui, notamment. Il n'y a pas que eux à travers le premier quinquennat, il y en a eu plein d'autres. Mais cette technique-là, c'est une technique très macronienne en fait, d'aller envoyer un conseiller. Tiens, il y a Macron qui t'aime bien. Tiens, il pourrait te proposer un poste. Tiens, ceci. Ils l'ont même fait à Valérie Pécresse, à qui on aurait dit tiens, Macron, il pense à toi pour être Premier ministre. Donc c'est ça finalement. Oui, le puis style il joue Macron avec ça. Nous, on raconte aussi comment il a fait approcher Bruno Retailleau, qui partage même pas sa ligne politique. Pour l'intérieur. Pour un ministère de l'Intérieur au moment où Gérard Collomb a claqué la porte. Donc c'est passé par intermédiaire. Et en fait, c'est le genre de moment où on ne sait pas si Emmanuel Macron est sérieux ou s'il joue. C'est-à-dire il tente de déstabiliser l'adversaire en ouvrant une porte éventuellement, en voyant si la personne va tomber dans le piège quelque part. Donc Retailleau, en l'occurrence, il n'a pas du tout donné suite, mais ça a pu mieux marcher avec d'autres gens qui ont été tentés. Pécresse y a d'autant plus cru. Pécresse, oui, alors c'est pareil. Alors pour Bertrand, plus au début du quinquennat, et pour Valérie Pécresse un peu plus tard, c'est pareil. Il fait passer le fait que par des intermédiaires, et pourquoi pas Matignon dans telle ou telle circonstance. Et en fait, il joue un peu avec les gens. C'est une manière aussi de... Avec leur nerf aussi. Ouais, et puis c'est une manière d'enfoncer un coin dans le coin d'en face. Il a voulu... Tout le grand œuvre de son premier quinquennat a été de fracturer la droite. Il voulait absolument que toute une partie des Républicains viennent vers lui. Alors ça n'a pas marché, parce que les Républicains résistent quand même, mais par exemple quelqu'un comme Éric Woerth, assez emblématique chez LR, ça a marché parce que
mais ça on le raconte dans le livre avec détail, c'est un travail de fourmi, mais qui est mené par, là en l'occurrence pour Wörth, c'est mené par Alexis Kohler et Emmanuel Macron lui-même. Ça commence par un coup de fil de Kohler en disant tiens, vous avez de bonnes idées, il faut en discuter. Eric Woerth va à l'Élysée, il en discute, il voit Kohler, ensuite il voit Macron, et ça se termine par un ralliement avant la campagne présidentielle. Il y a un homme qui est important là-dedans, c'est Thierry Soler. Tout à fait. Celui qu'on a nommé dans Marianne récemment le braconneur. Ouais. C'est-à-dire la personne, il pourrait être dans une série, il pourrait être dans Baron Noir, il va avoir un tel, il a été braconné chez les LR du Sud. Donc ouais, c'est que lui, c'est un personnage. Lui, c'est l'agent recruteur auprès de la droite. C'est quelqu'un qui a rejoint Macron dès Très 2017. Il avait organisé la primaire de 2016 que François Fillon a remporté. Il a rejoint Emmanuel Macron en même temps que Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, qui connaît tous bien. Et oui, il joue les agents recruteurs, mais alors on raconte que ça ne passe pas que par lui. Tu as l'exemple Woerth où là c'est Macron lui-même qui vraiment le fait tout seul avec Alexis Kohler. Et puis il y a Sarkozy. Justement, Sarkozy est assez déçu de ne pas servir à grand chose en tout cas. Sarkozy et Macron, c'est pareil, c'est un jeu d'utilité, c'est-à-dire que les deux se servent l'un de l'autre quelque part. Sarkozy a en quête éperdue de reconnaissance, donc il est très content qu'Emmanuel Macron le traite avec beaucoup d'égards et considère son statut d'ancien président, là où François Hollande n'est pas du tout traité, parce que pour des raisons différentes, Macron et Sarkozy, c'est très compliqué avec François Hollande. Donc Sarkozy est en quête de reconnaissance, et Emmanuel Macron est en quête d'écarter le pouvoir de nuisance que pourrait avoir Sarkozy, mais qu'il a quand même de moins en moins. Mais il préfère avoir Sarkozy dans sa poche qu'à l'extérieur et en roue libre. Même s'il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'Emmanuel Macron suit très peu les conseils de Nicolas Sarkozy. Vraiment, ça, on retrace dans le livre différents épisodes de cet acabit. En fait, il le reçoit beaucoup, il l'entend beaucoup, mais il l'écoute très peu. Alors, depuis la sortie de ton livre, qui a eu lieu le 9 juin, a eu lieu un événement politique assez majeur, qui ont été ces élections législatives. Et ce second tour, le 19 juin, avec un séisme, fameux changement de paradigme. Macron n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée, mais une majorité relative, ce qui va devoir l'amener à faire des fameux compromis. Qu'est-ce qui se passe maintenant depuis ? Tu nous dis que certains sont partis, d'autres dans les clans, les Guémas et Léonard Douzy. Et parmi les grognards, certains ont perdu. Alors, comment ça se passe aujourd'hui dans les clans autour d'Emmanuel Macron ? Ça déplume quand même une bonne partie de son dispositif. C'est le fait que des gens partent ou aient été battus électoralement, notamment Richard Ferrand, qui était important dans les conseils qu'il apportait à Macron. Et là, c'est vrai que alors notre livre s'appelle L'étrange victoire, législatif c'est l'étrange défaite en fait. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir déjà. Emmanuel Macron et ses proches n'ont pas du tout vu venir cette majorité relative. Les observateurs non plus d'ailleurs, les journalistes n'ont pas tellement prédit non plus, les sondeurs pas tellement non plus. Comme les députés RN. Et Marine Le Pen ne s'attendait pas à avoir 89 députés. Donc ça crée une configuration qui va être très dure à gérer pour Emmanuel Macron à mon sens, parce que comme on le raconte dans le livre, il avait créé tout un dispositif qui était très centré à l'Élysée, qui est très vertical, dans lequel ceux qui sont importants, ce sont les collaborateurs, et dans lequel le Parlement est partie négligeable. Clairement, c'était pas du tout le cœur du pouvoir en Macronie. On a parlé des députés Godillot, on n'est quand même pas très loin de la réalité. Donc là, ça lui demande de reconfigurer tout son système. Et moi, de ce que je vois depuis les élections législatives, on sent quand même qu'il pédale dans la semoule, et deuxièmement, on sent quand même que ça ne correspond pas à sa culture, à son mode de gouvernement. Donc, il y a deux options. Soit il arrive effectivement à faire des compromis texte par texte et bon, ça vole bon gré mal gré avec quelques turbulences. Soit assez rapidement ou à moyen terme, il s'aperçoit que c'est pas possible et là il n'y a pas 36 solutions, c'est la dissolution. Et on en parle quand même, c'est une perspective dont on parle quand même déjà beaucoup dans les rangs du gouvernement, à l'Élysée. Tout le monde sait que c'est quelque chose c'est l'arme atomique, mais que Emmanuel Macron, si vraiment il veut retrouver... Ouais, bien sûr, c'est à risque. Et puis, il faut qu'il laisse passer un certain temps parce qu'il ne peut pas dissoudre maintenant. Mais on sent quand même que l'arme est déjà dans la tête de tout le monde. Que Emmanuel Macron, qui a habité le costume de président de la Ve République omniprésent, n'est pas du genre à se gêner. Donc, voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens sentent déjà arriver. Alors, quand il faut trouver le moment où on peut prendre à partie l'opinion publique en disant vous voyez bien que c'est bloqué, il va falloir dissoudre parce qu'il faut bien trouver
une porte de secours. Donc voilà, là on est vraiment dans l'inconnu. Il n'a pas vraiment le dispositif pour l'instant, il n'a pas vraiment le dispositif capé pour faire face à cette manière de gouverner totalement différente. Et il peut évidemment pas faire passer tout son programme avec Alexis une Kohler majorité est relative. affaibli. Alexis Kohler, oui, mais il est toujours là, donc quand même, l'air de rien, il a toujours son bureau tout près à l'Élysée. Mais l'équipe est déplumée et elle n'est pas recomposée. Et Emmanuel Macron a beaucoup de mal à faire des choix humains. Il met beaucoup de temps. Il aime pas que des collaborateurs partent, et surtout il a beaucoup de mal à les remplacer. Il a mis un mois à nommer un gouvernement après sa réélection. Et pendant ce mois-là, il ne s'est rien passé. Et du coup, il a laissé un boulevard à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour expliquer qu'il fallait élire Premier ministre. Et puis, il n'avait pas la main sur les événements. Il a subi l'épisode du Stade de France. On sent que toute cette nouvelle configuration, que depuis sa réélection, il y a un ressort un peu cassé, il y a quelque chose qui lui manque et tout le monde plonge un petit peu dans l'inconnu. Ça va être intéressant à observer journalistiquement. Eh bien, merci Louis. Je rappelle ton livre, L'étrange victoire, Macron de l'histoire secrète, avec Agathe Lambray, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci Étienne.